Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous parler des langues que j'ai apprises et pourquoi et comment. Alors, c'est pas du tout pour, pour impressionner les gens, c'est juste pour partager ces histoires-là parce que je pense qu'elles sont mignonnes et aussi ça peut peut-être vous donner des idées de comment vous pouvez pratiquer le français ou d'autres langues. Alors mon chien est en train de manger un os à côté de moi. My dog is eating a bone right next to me, so I'm sorry if you get some canine ASMR in the background. I'm really sorry. I hope it's not too loud. Donc, les langues que j'ai apprises. Alors, j'ai commencé par l'anglais. Donc déjà, dans ma famille, personne ne parle une autre langue. Toute ma famille parle français. I grew up, j'ai grandi en français, en France. Donc, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui avaient une autre langue, une autre culture et qui me l'auraient partagée ou transmise, pas du tout. Et c'est d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'étais très jalouse. Alors, quand j'étais enfant, je comprenais pas vraiment, je pense, heu, s les implications sociales et politiques d'être immigrant, surtout en France. Mais pour moi, c'était comme tellement cool. En fait, mes amis dont les parents étaient, d'un autre pays et mes amis parlaient plusieurs langues et pour moi, c'était la chose la plus cool du monde. Donc voilà, moi j'ai grandi dans une famille, complètement, francophone et en fait, quand j'étais petite, j'étais super, super, super fan de Harry Potter. En français, Harry Potter, Harry Potter ou Harry Potter, selon les accents et donc j'étais très fan et je sais plus pourquoi, je sais pas si à l'école où j'allais, il y avait eu un cours d'anglais. J'avais 6 ans, hein, j'étais très petite. Je sais plus exactement pourquoi j'ai compris, enfin quelqu'un m'a dit que Harry Potter était, à l'origine en anglais. Hem et donc quand j'avais, je sais pas, peut-être 8 ans ou 9 ans, j'ai commencé à regarder les films en anglais alors que, je parlais pas un mot d'anglais, mais zéro. Et en fait, comme je connaissais les films par cœur, by heart, par cœur en français, quand je regardais en anglais, beh, je connaissais pas les mots qu'ils utilisaient, mais je comprenais ce qu'ils disaient parce que je le connaissais par cœur en français. C'est comme si j'avais les sous-titres déjà intégrés dans mon cerveau, in my brain, dans mon cerveau. Hem, donc j'ai commencé comme ça et puis j'étais très, j'adorais lire comme j'ai déjà dit dans d'autres podcasts et donc je lisais beaucoup de livres, un peu du même style, like in the same style, the same genre, comme, Narnia et Eragon et cetera et j'ai commencé à les lire aussi en anglais, et puis quand j'étais adolescente, et ça fait très longtemps d'ailleurs quand je pense au nombre d'années, ouh, ça fait peur. Quand j'étais adolescente, j'étais très fan de Game of Thrones et en fait, c'était les premières saisons, hein, qui passaient à l'époque parce que mon professeur d'anglais au lycée, hem, m'avait dit que si je voulais regarder une série avec un accent britannique, parce que j'étais obsédée par, voilà, Harry Potter, l'Angleterre, l'accent britannique et que si je voulais regarder une série avec un accent britannique, il y avait Game of Thrones. J'étais adolescente, hein, j'avais 15 ans donc c'est voilà et en fait, les épisodes passaient, they aired, ils passaient aux États-Unis à, je pense, comme 9 heures du soir, like 9 p.m. aux États-Unis et donc en France, ça passait enfin,
avec la différence de zone horaire, quand c'était 9 heures, quand il était, pardon, 9 heures aux États-Unis, en France, il était peut-être 3 heures du matin ou quelque chose comme ça. Et donc, si je voulais voir l'épisode avant d'aller au lycée, before going to high school, avant d'aller au lycée, le matin, je devais regarder en anglais, sans sous-titres, without subtitles. Et en fait, j'aimais tellement l'idée d'être la première de tous mes amis à regarder Game of Thrones le matin. Et donc, toute la journée, je savais ce qui s'était passé dans le dernier épisode. Et mes amis ne savaient pas. Et donc, j'avais l'impression d'être très supérieure à eux. Et c'est pour ça que je regardais beaucoup de séries, etc., sans sous-titres. Et ça m'a permis de vraiment améliorer mon écoute. Alors, on a des cours d'anglais à l'école en France à partir de 11 ans. Je ne sais pas si ça a changé. Peut-être que c'est différent maintenant parce que c'était il y a longtemps, hein. Mais en tout cas, j'avais des cours d'anglais à partir de 11 ans. Mais c'était pas, comment dire, bah, on n'apprenait pas vraiment en fait à fonctionner en anglais. On apprenait du vocabulaire, des conjugaisons, etc. Mais on n'apprenait pas à, bah ouais, à fonctionner en anglais. Et donc, pour moi, ça m'a vraiment aidé de regarder des films, des séries. Et puis, après, quand on cherche quelque chose sur Internet, eh ben, si on cherche en anglais sur Google, on trouve beaucoup plus de résultats. Donc, par exemple, si je voulais, euh, je sais pas, apprendre des choses sur le maquillage, je regardais beaucoup de tutoriels sur YouTube. Il y avait beaucoup plus, en fait, de contenu, like content, non, content, yeah, de contenu sur YouTube, sur Internet. Il y avait beaucoup plus en anglais. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, en fait, avec toutes ces choses-là. Et j'avais aussi des cours d'espagnol. Et c'est vrai que l'espagnol, au début, je détestais ça. Vraiment, je détestais l'espagnol parce que j'avais une professeure qui était pas... Je veux pas critiquer les professeurs parce que j'ai beaucoup de respect pour les professeurs, mais celle-là, elle était pas géniale. Not great. Et donc, ça m'a un peu bloquée sur l'espagnol. Et aussi, mon papa, parce que mes parents sont divorcés, et mon papa avait une copine, ouais, une copine, a girlfriend, qui était super fan de la culture espagnole. Elle apprenait la salsa. Elle était trop fan de l'espagnol et la culture hispanique en général. Et avec elle, j'avais une relation pas géniale non plus, hein, not great. Et donc, j'avais fait un blocage sur l'espagnol. Et jusqu'à ma dernière année de lycée, my last year of high school, ma dernière année de lycée, où j'ai eu une professeure absolument incroyable. Vraiment, cette prof, mais elle était tellement passionnée, elle était géniale. Et elle s'appelle Lydia Olivier. Vraiment, cette femme, une femme, je pense que, je ne sais pas si vous avez ça ou parfois il y a des professeurs dans notre adolescence, notre jeunesse, our youth, qui nous ont impactés et qui ne sauront probablement jamais, they probably will never know, ils ne sauront probablement jamais à quel point ils ont impacté notre vie en fait. Parfois négativement, malheureusement, unfortunately, mais aussi parfois positivement. Et donc, Lydia Olivier a vraiment impacté ma vie. Je pense que si je l'avais pas eu comme prof, ma vie serait complètement différente maintenant. Et donc, j'ai commencé à aimer un peu plus l'espagnol, à faire des progrès, etc. Et quand je suis allée à l'université à Toulouse, dans le sud de la France, il y avait beaucoup d'étudiants en échange universitaire, like a university exchange, like a year abroad, Erasmus. Euh, et donc, dans ma résidence universitaire, il y avait deux Mexicains avec qui je suis devenue super amie. Après, il y avait euh, d'autres personnes aussi, des Espagnols, des Colombiens, etc. Et donc, j'ai commencé à passer beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Et bah, je voulais parler espagnol parce qu'en fait, ils parlaient espagnol entre eux.
Et je voulais comprendre, je voulais participer à la conversation et aux choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à, bah, encore une fois, à fonctionner dans la vraie vie en espagnol. Et puis après, j'ai travaillé et je passais beaucoup de temps aussi dans un bar latino à Toulouse. Et donc, j'ai appris aussi beaucoup avec la musique que j'écoutais. Et donc, un de mes amis mexicains aussi, on passait beaucoup de soirées à regarder des vidéos de stand-up comédie, de, comment on dit, ouais, de stand-up, d'un humoriste mexicain qui est très, 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 très drôle et qui parle très vite et qui dit beaucoup de gros mots, like swear words, gros mots. Euh, et donc, j'ai appris beaucoup comme ça aussi. Ensuite, l'italien. Alors, l'italien, pareil, mon professeur d'italien, donc en fait, en France, encore une fois, hein, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, at the time, à l'époque, on apprenait donc l'anglais comme première langue étrangère, LV1, langue vivante 1. Euh, et après, à 13 ou 14 ans, on pouvait choisir une deuxième langue. Souvent, c'était entre l'allemand, German, l'allemand et l'espagnol. Et quand je suis allée au lycée, j'avais l'opportunité, c'était pas obligatoire, it wasn't mandatory, c'était pas obligatoire, mais je pouvais étudier l'italien. Et aussi, il y avait, je crois, l'arabe et je sais plus ce qu'il y avait. Et donc, j'ai commencé l'italien au lycée. Et en fait, encore une fois, je veux pas critiquer mes professeurs, mais c'est un peu triste parce que j'ai l'impression que beaucoup de professeurs de langue dans beaucoup de pays hein, connaissent bien leur langue, la langue qu'ils enseignent, the language they teach, euh, mais ils n'ont pas une très grande connaissance des autres langues. Euh, et donc, mon professeur d'italien, en fait, me grondait, ou tell me off, me grondait parce que je mélangeais l'italien et l'espagnol. Et c'est dommage, c'est shame, parce que s'il m'avait dit, tu peux utiliser l'espagnol pour apprendre l'italien et vice-versa, je pense que j'aurais fait des progrès et j'aurais trouvé ça très fun. Et c'est pour ça que je dis à mes élèves qui parlent déjà espagnol ou italien ou portugais, de vraiment utiliser ça pour progresser en français. Donc bref, anyways, bref, à l'époque, je n'aimais pas trop l'italien parce que mon professeur était pas très pédagogue avec ça. Euh, et puis en fait, bah, j'ai un peu amélioré mon italien euh, parce que j'ai appris l'espagnol très très bien et parce que j'avais à l'époque un peu l'ego de vouloir dire ouais, je parle plein de langues, je parle italien, etc. Donc je l'ai un peu amélioré par ego en fait. Euh, et ensuite, quelques années plus tard, quelques années sont passées, j'ai voyagé en Palestine. Et en fait, pour moi, ça a été une claque, a slap, une claque, parce que on va pas rentrer dans cet épisode spécifiquement dans les détails politiques de la Palestine, mais c'est vrai que, oupsies, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que l'image que j'avais de la Palestine avant d'y aller, euh, c'était, enfin, les médias et ouais, les médias en fait donnent un peu l'image que c'est zone de guerre, que c'est hyper dangereux, que il y a que des terroristes et que c'est horrible pour les femmes, blablabla. Et donc quand je suis allée là-bas, je ne m'attendais pas, I didn't expect, je ne m'attendais pas à rencontrer les gens les plus généreux, les plus gentils, les plus respectueux, éduqués. Enfin, vraiment, ça a vraiment changé ma vie, ce voyage. Et je me suis rendu compte, I realized, je me suis rendu compte de mon ignorance, en fait, sur cette région, globalement, en fait, la région euh, du Moyen-Orient, Middle East, le Moyen-Orient, et j'ai pensé, je dois absolument apprendre l'arabe
pour comprendre les gens, pour parler avec eux, pour comprendre plus l'histoire, la culture, les traditions, etc. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé à apprendre l'arabe comme ça. Et puis j'ai déménagé en Jordanie. Plusieurs fois, je suis restée comme 3 mois, 4 mois pour pratiquer l'arabe. Et alors le problème que j'ai avec l'arabe, c'est que en fait, j'ai appris beaucoup de choses pour la vie de tous les jours, like everyday life, la vie de tous les jours. Euh, mais j'ai créé comme une petite bulle, une petite zone de confort où je peux aller au supermarché, prendre un taxi, aller au restaurant, parler du temps, the weather, les choses comme ça. Mais si je veux parler de choses plus abstraites, like abstract, c'est très difficile. Et je sais que j'ai beaucoup, beaucoup d'élèves de français qui vont en France ou d'autres pays francophones pour apprendre le français et qui se trouvent, that find themselves, dans une situation similaire où ils peuvent fonctionner pour la vie de tous les jours, mais ils ne peuvent pas comprendre des histoires ou, je sais pas, parler de sujets de politique ou des choses comme ça, c'est très difficile. Euh, donc ouais, je suis un peu dans cette situation avec l'arabe, donc j'essaye d'écouter beaucoup, regarder des choses en arabe, etc. Et puis la dernière langue, c'est le portugais. Donc le portugais, en fait, j'étais en Roumanie et j'avais très envie d'aller au Brésil. Alors, j'ai eu le luxe incroyable d'avoir été digital nomade pendant plusieurs années et donc j'étais complètement libre de voyager où je voulais et j'avais très envie d'aller au Brésil. Je sais pas pourquoi, ça m'appelait. It was calling me. Et donc, quelques mois avant d'aller au Brésil, j'ai regardé beaucoup de trash TV, hein, vraiment, de télé-réalité brésilienne pour écouter. Et en fait, quand j'écoutais le portugais, surtout le portugais brésilien, comme je parle déjà espagnol et français et un peu italien, je comprenais 90%, 90%. Et donc, j'ai pensé, bah c'est bon, je parle portugais, c'est très bien. Et je me souviendrai toute ma vie, I'll remember my entire life, quand j'étais dans l'avion. L'hôtesse de l'air, de flight attendant, l'hôtesse de l'air est venue me parler et elle m'a posé une question en portugais et en fait, j'ai compris, I understood, j'ai compris ce qu'elle m'a dit, mais j'étais complètement bloquée, impossible de parler portugais parce que j'avais eu beaucoup de input, mais j'avais pas eu du tout de output. Et c'est aussi quelque chose que je rencontre parfois avec mes élèves, c'est qu'ils comprennent très 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 bien le français, mais c'est très difficile de parler. Et c'est parce que la partie de notre cerveau qui gère le input et la partie qui gérer, to handle, manage, la partie qui gère le output, euh, sont, sont séparées et sont différentes, enfin un petit peu séparées. Et donc, c'est très commun d'avoir des différences en fait entre notre capacité de comprendre et notre capacité de produire une langue. Euh, et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé portugnol. Donc, je parlais espagnol avec une prononciation portugaise, plus avec un accent français. Et puis, ça fonctionnait plus ou moins, les gens me comprenaient. Et en fait, petit à petit, j'ai rencontré beaucoup de gens. C'est vrai que c'est plus facile d'apprendre des langues euh, dans des pays où les gens sont très chaleureux, like warm, friendly. Par exemple, en Jordanie, les gens sont tellement gentils. C'est très facile en fait de parler avec les gens. Ils sont contents de partager leur langue, etc. Et donc c'est trop cool. Je pense que les gens qui vont à Paris pour pratiquer le français, c'est probablement une expérience très différente parce que les Parisiens sont très stressés. Chamous, tu fais du bruit, mon cœur. Bah oui, ça fait du bruit ton nonos là. Sorry, I was asking my dog to make less noise.
Les Parisiens sont très stressés parce que la vie à Paris est très stressante. Et donc, ouais, c'est pas le bon endroit, je pense, pour pratiquer. Et donc, ouais, quand j'étais au Brésil, bah, j'ai pratiqué le portugais là-bas et c'était très cool. Et je pense que j'ai atteint un niveau de portugais assez cool parce que quelques mois après, j'ai même eu des élèves brésiliens qui ne parlaient pas anglais et je leur ai enseigné le français. I taught them French en portugais. Donc, pour moi, c'était une très grande fierté. Was a huge pride, vraiment, parce que bah, ça faisait 4 mois, 5 mois que j'apprenais le portugais, donc c'est très cool. Et donc voilà, ça c'est les langues que j'ai apprises et comment et pourquoi. Et puis bah, dans le futur, j'ai une liste de langues que je veux apprendre. Vraiment, c'est ridicule. En fait, j'ai tellement, tellement de langues que je veux apprendre. Euh, donc, je ne sais pas trop, comme je n'ai plus du tout le projet de voyager, c'est vrai que ça change un peu mon approche parce que avant, j'avais aussi le plaisir de étudier un peu de hindi parce que j'allais en Inde, apprendre un peu de malais parce que j'allais en Malaisie. Euh, J'avais le projet d'aller en Tanzanie et au Kenya, donc j'avais commencé un peu de Swahili. Et maintenant que j'ai plus le projet de voyager, ça change un peu ma perspective. Donc, je ne sais pas dans le futur quelles sont les langues que je vais apprendre. Alors, dites-moi vous, dans les commentaires, dites-moi, vous parlez quelle langue, pourquoi, comment, dans le futur, vous voulez apprendre quelle langue. Je suis très curieuse, donc racontez-moi tout, tell me everything. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!